Deuxième partie de matinale sur FM+, merci beaucoup de nous accompagner, il est 10h11 précisément, bonjour à vous, si vous nous rejoignez tout juste, très très beau réveil, si jamais vous vous réveillez également, c'est pas mal 10h11 pour se réveiller, Emma on est plutôt pas mal, oui. Un réveil avec FM+, ouais, matinale en direct, plutôt cool, merci beaucoup à toi d'être là, si vous avez arrêté la première partie, il faut aller écouter la première partie, Emma a fait une chronique incroyable sur l'ONU et les femmes, et c'est génial, merci à toi pour ça, merci à William d'être en technique également, Yann n'est pas loin aussi, il y a des métamorphoses de des joueurs qui rentrent, des joueurs qui sortent, vous savez, c'est comme ça, c'est une belle équipe, la radio FM+. Magicien. Ouais, magicien aussi, monsieur Boris Vidéasto aujourd'hui qui nous filme, merci pour ces belles images, on vous en partagera quelques-uns bien évidemment. Merci à madame Marie-Madeleine Bléné d'être la productrice. Maman productrice et maman aussi, d'un certain Vincent Bléné, notre invité du jour. Bonjour Vincent Bléné. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Écrivain, je le disais déjà en première partie, pas moins de 19 ouvrages publiés dernièrement, un 20e livre en cours de préparation. Waouh, mais où est-ce que ça va s'arrêter cette histoire? Non, il faut pas. Non, on continue dans l'écriture. Parce qu'en fait, c'est ma raison d'être. Ouais. Écrire, c'est ma raison d'être. En fait. C'est toi l'écriture. J'ai une amie auteure qui s'appelle Sandrine Turquet. Elle dit son corps est écriture. Moi, c'est mon être, ma raison, mon âme. C'est voilà quoi. C'est une belle histoire d'amour. En fait, sans l'écriture, j'aurais pas de vie, j'aurais pas voilà quoi. C'est la seule chose que j'ai de bien dans ma vie quoi en fait. En dehors de maman, parce qu'après elle va croire qu'elle va dire tu m'aimes pas. Ne faisons pas de jaloux. Non. C'est génial. Allez, déjà une première question pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Vincent Bléné. Peux-tu nous parler un peu de ton style? Je crois que il y a un peu de poésie, un peu de surnaturel, du fantastique, un peu d'érotisme, je crois, également. Il y a tout un mélange. Enfin, ouais. Alors, on va dire que mon univers, c'est un peu un mélange de réflexion, d'introspection dans la vie, en fait. Ouais. Chaque livre que j'ai fait, c'est comme un chapitre de ma vie, mais quand je dis ça, c'est pas pour être narcissique, en parlant de c'est moi. Non, c'est surtout, en fait, que ma thérapie à moi, ça a été de pouvoir dire les choses que je ressentais dans mes bouquins, tout en essayant de construire un univers un peu. Alors j'ai utilisé le côté fantastique parce que ça a toujours parlé en moi, le côté gothique et fantastique. J'ai toujours été intrigué et intéressé par tout ce qui était les anges, le paradis, le monde mystique, tout ça quoi. Après, le côté plus, vampirique et tout le reste, j'ai jamais vraiment fait d'histoire sur les vampires, mais tout cet univers-là, ça a été l'identité que j'ai pu me façonner après, dans ma jeunesse. Grâce aussi à l'œuvre d'Anne Rice, quand c'est sorti en film, Entretien avec un vampire. Parce qu'à la base, quand j'étais gamin, je regardais des tas de trucs comme les enfants. J'aimais bien, donc évidemment, les premières Tortues Ninja, Retour vers le futur, la famille Adams. La famille Adams, les premiers, c'était bien. Il y avait aussi Crocodile Dundee, j'adorais ce mec. C'était génial, ça. Et je regardais ça à la maison le mercredi et tout. C'est vrai que j'avais la trouille des vampires, parce qu'il y avait cette image de Christopher Lee dans le château. Ouais. Le côté très effrayant et tout. Et c'est vrai que ce mec est très bon en acteur. Je l'ai vu une fois dans un film avec une secte de satanique. Il est très très bon dans ses performances, quoi. Mais et en fait, moi, j'étais effrayé par l'image glauque. En fait, moi, j'ai jamais vraiment été attiré par tout ce qui était mortifère, lugubre. Ouais. Après, la vision que j'ai eue, que ça soit dans mes premiers bouquins, le côté suicidaire et mort, en fait, ça a été toute ma vie. En fait, je l'ai vécu, je l'ai subi, en fait, ma vie. Et donc ma vie a été plus un calvaire parce qu'il n'y avait pas d'écriture et rien. En fait, moi j'étais jeune, j'étais hyper introverti, hyper effacé, j'avais pas d'issue, pas de notion d'échappatoire. J'allais au collège et dans les écoles comme à l'abattoir, je me faisais taper dessus, insulter, des tas de trucs. Le personnel scolaire en plus me prenait pour une chose affreuse. Ils ont fait un rapport académique pour obliger après ma mère et tout à me foutre à l'asile. D'ailleurs, j'ai atterri dans une cellule à la Colombière à l'âge de 16 ans. Donc évidemment, je vais pas parler de tout ça parce que ça, j'en ai parlé maintes et maintes fois. Mais le truc étant que dans mon univers,
j'ai retranscrit au fur et à mesure ce côté un peu paradis, enfer, un peu ecclésiastique à la base, mais pas pour être dans un côté prêtre et religion. J'aimais bien montrer autre chose, parce que la vie de tous les jours aujourd'hui, c'est des codes en fait, qui à la fois je ne les comprends pas, et des fois, certaines fois, ça me choque, parce que c'est des manigances, des trucs à droite et à gauche, et je suis pas vraiment à l'aise dans tout ça. Et donc j'ai essayé de construire un peu un petit monde un peu cataclysmique, comme l'enfer de Dante, mais à la manière d'un Lovecraft en fait. C'est-à-dire que Lovecraft, il avait tout pris des éléments de sa vie, de son parcours et de la guerre et tout ça, qu'il avait retranscrit dans un monde imaginaire. Moi, au fur et à mesure de mes bouquins récents, en fait, j'ai essayé de prendre ce côté de l'enfer de Dante et de ça, et de délaisser un peu de parler derrière l'identité, que ce soit d'un ange connu, je veux dire, d'un people, quoi, d'un VIP, pour essayer de prendre mon avatar et de faire développer mon monde. Et chaque bouquin que je fais, c'est un chapitre de ma vie, donc il y a eu des tas d'expériences. Et chaque fois que je fais un livre, c'est une expérience profonde, parce qu'il y a une introspection à la fois dans l'observation des choses que je vois, que je ressens, que je traverse, mais il y a aussi beaucoup de fois, je me mets en danger dans mes livres. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai fait le bouquin qui s'appelait Cieux FM, le 12e, j'ai fait donc évidemment la période avec les SDF, après dans les centres commerciaux et dans les boîtes de nuit. Mais chaque période que je vivais, il y avait des tas de choses qui étaient, on va dire, dans les accointances à côté de tout ça. Et j'avais eu des expériences des fois qui étaient limite dangereuses, quoi. Donc il y avait des gens des fois qui, bref. Après, le bouquin que j'ai fait après, qui s'appelait le 13e là, qui s'appelait Gazelle, donc qui était un bouquin très important pour moi, parce que c'était un livre où j'essayais d'avancer un peu, de mûrir un peu ma façon de faire mes livres. Donc c'était la première fois où je faisais tout un concept de livre. Et le bouquin traitait de l'érotisme et de l'enfer. Et donc c'est-à-dire que dans mon écriture, comme dans ma vie personnelle, avant je n'étais pas dans ce côté sensualité et tout le reste, parce que j'étais, comme la plupart des ados, bloqué sur des artistes et des trucs et de ça, et je voulais l'approbation de ces gens, alors qu'eux, ils en ont eu rien à foutre. Ouais. Quand j'ai commencé à vouloir essayer de me désintoxiquer de ça et de créer mon propre truc à moi, et donc là c'est pour ça que des fois j'ai un côté un peu très radical dans ce que je dis et dans ce que j'écris souvent, quand je tacle punchline les stars, les machins, tout ça, parce que j'ai été longtemps esclave de ces choses-là, et je sais à quel point ça bouffe et ça n'est pas productif, et au contraire on vit derrière l'ombre de ces gens et on leur donne tout, et en fait on fait rien pour nous, et nous on reçoit rien, quoi. Donc c'est pas... Et donc ce bouquin Gazelle, j'avais pris le mythe de Lucifer. Donc en fait je suis rentré en plein pied sur deux thématiques qui à la base étaient quelque chose que je craignais en fait. C'est-à-dire parler librement de l'enfer et de tout ça. Parce qu'avant j'avais beaucoup d'appréhension et tout, parce que j'ai eu un parcours aussi spirituel. Je suis très spirituel, mais ma grand-mère était très croyante. Et donc je partageais ça avec elle. J'ai connu des amis prêtres, donc j'en ai 2, mais j'en ai connu d'autres qui n'ont pas duré dans l'amitié, ça c'est sûr. J'ai connu des intégristes dans mon parcours aussi. Hein. En 2003, je me rappelle, j'avais été avec des intégristes. Alors évidemment, c'était pas des mecs qui planifiaient des bombes ou quoi que ce soit, mais c'était des gens qui répétaient des prières des millions de fois, qui avaient des pensées très arrêtées. Et il y en a, je me rappelle, la façon dont ils militaient, il y en a un, il arrivait avec un tournevis, il déchirait les affiches. Voilà, ce livre Gazelle parlait justement aussi de 2 tabous, dont l'érotisme. Parce qu'avant, j'ai vécu dans la négation de la sexualité pendant très très longtemps, parce que j'avais l'image de ma grand-mère et de ma mère, ma mère justement, qui avait vécu le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, qui en a souffert. En termes de jeu de mots, on l'a dit tout à l'heure. Il y en a plusieurs, hein, en fait. Enfermement, en 3 mots. Alors, l'enfermement, c'était le 18e. Après, le précédent, c'était Morsure d'amour. Oui. Donc, en fait, la base, Morsure d'amour, donc, il y avait énormément... Évidemment, le jeu de mots est plus complexe pour décrire l'origine de ce titre.
À la base, il y avait dans un film de Spike Lee où il y avait justement Edward Norton qui sauve le chien et le chien le mord et il dit c'est une morsure d'amour. J'avais gardé ça en tête. Et puis comme le bouquin que j'écrivais, donc Morsure d'amour, juste après le bouquin que j'avais fait sur l'expérience désastreuse de sociabilisation dans un bar, donc où la nana que j'aimais était choquée parce que voilà, j'avais des sentiments pour elle et qui m'avait détruit aussi dans ce bar et tout ça. J'étais morsure d'amour. Quand tu fais des jeux de mots, tu peux aussi avec l'étymologie des mots. Oui. Si tu sépares les mots après en plusieurs parties, tu découvres des sens qui sont complètement profonds. Peut-être pas forcément à l'origine du mot, mais après j'avais fait que ça soit le bouquin qui s'appelait 666 nuances de braise, qui était à la fois un thème parodique sur le 50 nuances degrés, mais après quelque part avec ce que je vivais dans les sociabilisations, c'était qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Après Gazelle, alors Gazelle évidemment. Je l'avais écrit G-A-Z H-E-2-L. Et c'était pour justement le mélange entre la belle gazelle, la fille qu'on aime, qu'on va courir, qu'on va mettre des likes et qu'on va mettre 20 balles et compagnie dans les OnlyFans et compagnie, alors qu'en fait, on est meurtri, l'enfer, on est meurtri par cette personne que on a... Voilà, ça peut faire mal également. Ouais. L'amour fait mal, ouais. Emma, on dit que voilà, il faut pas juger un livre à sa couverture. Des jeux de mots comme ça rigolos. Déjà, est-ce que on a plus envie d'ouvrir par curiosité en se disant pourquoi est-ce que l'auteur a choisi de fragmenter ces mots comme ça? Ouais, je trouve que ça appelle un peu à savoir du coup de quoi ça parle. Puis ça attire l'œil, puis ça se retient facilement en plus. Ouais. On parlait de sigle tout à l'heure avec l'ONU et les jeux de mots aussi. Pour s'en rappeler, très bien. Bah, c'est vrai que ça impacte. Hein. C'est vrai que quand on est, moi, c'est vrai que quand je fais un jeu de mots. Je suis content d'avoir créé un truc. En fait, pour moi, un texte, c'est une victoire. Le fait d'écrire un texte, d'arriver au bout d'un livre et d'arriver et de pouvoir le présenter et d'en parler, ça, c'est la plus grande des victoires. Ouais. C'est voilà quoi. Je veux dire, il y en a, ils vont plus se préoccuper sur que ça soit les chiffres de vente, les vues, les trucs dans les rayons. Marie-Madeleine, justement, on parle de victoire en tant que productrice et mère aussi, il faut le dire. Productrice, c'est un terme. C'est-à-dire qu'un compte d'auteur, c'est elle qui m'aide à payer, quoi. Non, plus maman, alors. Je ne sais pas. Non, productrice, non, j'ai jamais rien produit. J'ai juste aidé mon fils à continuer à écrire parce que c'est essentiel pour lui. C'est aussi une thérapie. Bien sûr. Donc c'est très important. Et puis, moi j'ai toujours su qu'il avait du talent, mais comme je suis sa mère, je ne pouvais pas le dire. Et j'ai eu le privilège de rencontrer il y a très longtemps un grand monsieur qui s'appelait Marcel Julien, qui a été patron de ce qu'on appelait l'ORTF de la télévision à l'époque, qui était le biographe de De Gaulle, qui a été un scénariste, un grand historien. Bref, c'est un grand monsieur. J'ai eu le privilège de le rencontrer et de pouvoir le voir avec Vincent et de lui envoyer des synopsis de ce que Vincent avait fait. Et lui, cet homme, le premier, m'a dit que mon fils avait du talent, qu'il avait un talent particulier, c'était celui de restituer les ressentis. Et il m'a dit, ce n'est pas si fréquent. Et donc, comme cet homme m'a dit que mon fils avait du talent, je me suis autorisée après à le dire. Et donc, il a un talent d'écriture. Ouais. La difficulté, c'est que comme il a une souffrance abyssale, parce qu'il a eu un vécu assez chaotique à cause de sa maladie, il écrit des choses très dures parce que ça le libère. Et donc, je lui explique de temps en temps que il devrait de temps en temps, entre deux livres qui sont thérapeutiques, écrire des choses un peu plus légères pour permettre aux gens de rentrer dans son écriture. Parce que c'est vrai que moi, je lis tous les textes de mon fils, puisque je fais des premières corrections orthographiques. Et après, je suis avec lui pour la relecture des bons à tirer avant la parution du livre. Donc, je lis tous les livres, tous les textes de mon fils. Il y a des textes où je lui dis, on arrive au bout, on est complètement assommé. Ouais. C'est dur. Parce que... Le mot exact, c'est putain, on a envie de se flinguer après. Non, Vincent, non. Mais c'est vrai qu'il y a des textes plombants. Je lui ai dit, les gens, ils ont des vies difficiles.
Donc, ils ne vont pas aller acheter un livre pour se plomber encore plus. Donc, écris de temps en temps des choses un peu plus légères, qui fait que si les gens rentrent dans ton écriture, peut-être qu'après, ils auront envie de s'intéresser à ce qu'il y a derrière. C'est vrai. Et le problème, c'est que Vincent, il écrit comme on respire. Donc ça sort, c'est spontané. Donc il ne sait pas dévier de ce qu'il a besoin de sortir. Et donc il n'arrive pas à écrire les choses plus légères. Ouais. Et pourtant, il a le talent pour ça, parce qu'il a le sens des mots. Il a un vocabulaire absolument incroyable. Mais bon, on ne peut pas forcer la nature. Bien sûr. Donc moi, je ne suis pas productrice, je rectifie. J'ai aidé mon fils, qui a été publié 18 fois à compte d'auteur, donc c'est vrai qu'il faut payer derrière, même si, comme je l'expliquais, dans l'édition à compte d'auteur, il y a quand même des comités de lecture qui regardent si c'est publiable ou pas. Ce n'est pas parce qu'on paye qu'on publie n'importe quoi. Bon, maintenant, il a été publié à compte d'éditeur cette année, c'est un grand pas pour lui. Mais moi, j'ai été là pour le soutenir financièrement, concrètement aussi dans tous les niveaux, mais je ne suis pas productrice, je suis productrice de rien du tout. À la base, c'était pour faire une petite blague sympathique et un hommage. Moi, je soutiens mon fils aussi bien que je peux le faire depuis 25 ans maintenant, et je suis heureuse de le faire. Même si c'est pas toujours facile, parce que c'est mon fils. Et puis parce qu'il a le talent. Donc, c'est ce que je lui expliquais. Je lui dis, si tu avais aucun talent, même en t'aimant, j'aurais peut-être pas fait tout ça. Mais il y a quand même matière à le soutenir. Donc, il faut l'aider. Il faut juste qu'il apprenne à se tempérer. Ça, c'est compliqué, ça. Oui, verbalement, c'est la marmite qui explose. Ouais. Après, le truc, c'est que... Pour ce qui est, en fait, si j'écris pas des trucs légers entre mes bouquins, c'est parce que des fois je ne peux pas contrôler. C'est pour ça que quand je dis un texte c'est une victoire, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que je peux faire à la commande en fait. Si j'étais capable de faire à la commande, oui, je ferais des trucs comme on dit alimentaires, et après je ferais mes projets à moi. Sauf que je n'ai pas cette aptitude-là et cette facilité-là en fait. Le seul truc, c'est que je suis... c'est dès que l'émotion vient et que j'ai un truc qui m'a blessé, heurté ou qui m'a choqué ou peu importe, ou un truc qui m'a... Et des fois, c'est comme si je devais le saisir au vent. Parce que des fois, j'ai des réflexions et à un moment donné, je devais attendre un temps et après, je me dis, merde, j'arrive plus. Et j'étais bloqué en fait. Et c'est pour ça que j'ai cette angoisse... Alors, quand on dit la page blanche et tout le truc littéraire, évidemment, il y a ce côté-là un peu qui est humoristique parce que tout le monde dit la page blanche et tout. Sauf que c'est énormément, mais c'est terrifiant chez moi parce que ça va se mélanger évidemment avec ma schizophrénie et tout le reste. Il y a des fois des connexions qui se font pas hallucinées, pas des faux, des trucs, mais ça devient exagéré parce que il y a, que ça soit le manque d'asthme. Après, je me dis, merde, les médicaments m'ont fracassé la tête, et puis j'arrive plus. Et puis, quand vous êtes aussi esclave de votre corps, esclave de votre cerveau et de toutes vos motricités qui sont handicapées par les médocs, que moi aussi, j'ai la peur de pas pouvoir écrire, parce qu'il y a eu aussi, j'avais fait des mélanges avec des blocages, des tocs, des tas de trucs, et je me suis dit, merde. Et donc... c'est une angoisse permanente. Et quand je traverse ce que j'appelle des périodes de silence, c'est effrayant chez moi parce que ça me rend dépressif, parce que je me sens incapable d'écrire, je me sens incapable de créer même des fois un mail ou un texto, je ne suis pas capable de le faire. Et j'ai l'impression que ça va durer une éternité. Une éternité. Et donc c'est comme si j'ai... Tu vois la scène Deadpool, le premier, quand il est à un moment donné dans le caisson, là, et qu'il est fermé, et qu'il est tout le week-end, et l'autre, il dit, on reviendra le week-end et tout, et qu'il n'a pas d'oxygène pendant 48 heures. Ben, moi, c'est comme si je vivais ça à l'infini, en fait. Sans oxygène, avec l'angoisse que on est enfermé, on est dans un tombeau et c'est terminé. Et le fait que après je vais me mettre à écrire quelque chose en exprimant quelque chose qui m'a fait souffrir ou qui est cataclysmique ou cauchemardesque, et ben je me dis putain, j'ai fait, j'ai exprimé un truc. Et là je me remets bien. Parce que même si j'ai écrit quelque chose... Alors évidemment, la petite précision que je vais quand même faire, c'est que je dis les choses d'un trait, mais je revois et je retravaille le truc, parce que c'est pas non plus du... Comme le truc dans Les Inconnus, tu sais, balancer pour balancer. Le mec, quand il est à un moment donné en train de faire... quand j'ai clé...
Ouais, c'était bien ça, voilà. Donc, Très belle imitation, Vincent. Ah ouais, ce sketch, je l'ai adoré. C'est très les Inconnus, c'était des visionnaires. Ouais. Les trucs qui faisaient à la fois, qui étaient comiques, mais ça dénonçait ce qu'aujourd'hui on est en vrai, quoi. Ouais. Alors le truc, évidemment, ce sketch, je l'ai adoré. Alors c'est pour ça que je l'imite bien. Mais même le truc humoristique, moi, qui me fait énormément rire. J'adore Fabrice Eboué. Ouais. J'aime bien Pascal Gijol. Mais alors, c'est vrai que Dieudonné me fait rire aussi. Mais alors, il y en a un que j'ai adoré, c'est Jean-Pascal Zadi avec Tout simplement noir. Alors, il y a un livre qui est en cours de création. Le nouveau livre qui est en cours, donc le titre, ce sera Matin Transylvanien. Oh. Je veux que tu t'es appliqué pour le dire. Oui, non. Oui, alors, parce que en fait, je suis toujours du Matin Transylvanien, moi. Non, en fait, ce nouvel ouvrage, j'ai pu recommencer à me mettre dans un livre, et donc ça, c'est très important. Et ce nouvel ouvrage va aussi parler un peu plus de ce qu'on peut ressentir quand on est, esclave de son corps, par les cachets, par les médicaments, par des tas de trucs. Ouais. Et aussi, il y a j'essaie aussi d'inventer plein d'images, plein de trucs un peu visuels pour essayer de rendre un peu plus scénaristique l'histoire, en fait, de ce roman. Enfin, c'est un roman comme un recueil, mais c'est un roman donc à plusieurs textes. Ouais. Et c'est le même personnage, hein, c'est toujours une avancée, c'est une progression dans mon cheminement et dans mon parcours. Ouais. Donc, c'est-à-dire que j'essaie de développer un peu plus ce monde de l'enfer et tout, avec des éléments de vie de tous les jours que je retranscris dans des éléments un peu métaphoriques, cataclysmiques et tout. J'utilise l'épouvante aussi pour montrer ce que je ressens, en fait. Comment on peut percevoir aussi pour que les gens puissent comprendre la douleur de quelqu'un qui est hors système, qui est en dehors du truc. Ouais. Pour en savoir un petit peu plus, il nous reste encore un petit peu de temps. Je crois que tu es très cru parfois dans tes textes. Je pense à le texte « Une éternité d'éterniquer ». Tu dis « La clémence sanitaire des dieux se résume à de la pisse accompagnée d'excréments dans une soupe insalubre distribuée à la chaîne ». C'est important pour toi de... Voilà. Oui, parce qu'en fait, à la fois, j'essaie de retranscrire la douleur de ce que c'est quand on est à la fois dans le côté précarité et ça, mais ça me rappelle aussi ce que je vois aussi aujourd'hui, hein, le côté médiévaliste des visiteurs qu'on voyait dans le film, où on rigolait, jacouille à table, par terre à table, et le mec, le seigneur. Aujourd'hui, c'est la métaphore qu'on a aujourd'hui, les puissants, les riches, et les gens, qu'on ne respecte pas. Voilà, celui qui dit je fais ce que je veux et je ne regrette rien, et il y a des gens qui sont tout et il y en a qui sont rien, le mec qui se remet pas en question, donc voilà, donc ça c'est... Pardon, c'est un peu le côté qu'on peut ressentir des puissants et des. Donc la comparaison que je fais aussi à le côté les freluques et l'Éden et compagnie, c'est tous ces petits jeunes arrogants qui sont bling bling machin dans leur bar et dans leur truc à négliger les gens qui vont être un peu démunis ou qui ne sont pas dans leur culture à eux. Et puis ce passage-là que tu dis justement la clémence des dieux et tout, ça me rappelle aussi ce que je vivais aussi en psychiatrie. Ouais. Parce que ce texte que j'ai fait était le premier texte sur ce livre, Une éternité d'éterniquer, parce que c'était pour dire, en fait, le titre c'était, moi j'ai passé mon immortalité quelque part, à ma vie entière, j'ai avalé des tas de médicaments, des tas de trucs chimiques, qui sont des fois dangereux pour la santé et tout ça, mais qu'on a ordonné sous peine d'enfermement, quoi. Et évidemment, je me rappelle aussi le passage quand j'étais souvent dans les réfectoires à la Colombière, au service adulte, et que je voyais, on nous donnait de la soupe, et je voyais les gens qui étaient détruits. Il y avait un mec qui était... Ça, c'était un truc très marquant chez moi, parce que je voyais un homme de 50 ans qui était à peu près éteint. Il était comme ça, avec la bave qui passait, et en fait l'infirmière lui mettait la soupe et ça dégoulait, et le mec les yeux me fixaient, en fait, et moi j'étais là, je me suis dit putain, à 16 ans moi je vois ça, et j'étais pas dans un truc où je faisais pep. J'imagine. D'où l'image de la soupe. D'où le truc de la soupe. Des messages très importants en tout cas au travers de tes textes. Merci Vincent Bléné d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que tu es écrivain, il y a un 20e livre bientôt en projet, on attend d'avoir de tes nouvelles très prochainement. Merci à Emma pour sa belle chronique aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Marie-Madeleine Bléné de nous avoir accompagnés aussi. Merci à Boris qui était à la caméra. Merci à Yann à la technique.
William, Com également. Merci à vous, chers auditeurs, chers auditrices. Monsieur Vincent Bléné, à bientôt. À bientôt. Ouais. Quand je sortirai le bouquin, j'aurai hâte de venir vous l'offrir. Ouais. Et la porte sera ouverte pour t'accueillir de nouveau. Pour ma part, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle matinale, 9h, comme d'habitude, en direct, avec de très nombreuses surprises et de beaux projets. Merci encore à tout le monde. Très bonne journée, Vincent. Merci beaucoup. Et bonne journée également à vous sur FM+. À bientôt. Bye bye.